j'ai choisi d'éclairer un de mes sujets de recherche préférés. En l'occurrence, l'étude de la surface de Titan et plus précisément l'étude des lacs de Titan. Parce que vous allez voir, on peut faire de l'océanographie au-delà de la Terre. Donc Titan, vous le savez peut-être déjà, c'est le plus gros satellite de Saturne. Donc c'est un satellite qui a vraiment des dimensions planétaires. Hein. Il est plus gros que notre Lune, plus gros que la plus petite de nos planètes Mercure. Et vous le voyez ici à côté de la Terre. Ça ne marche pas très bien le pointeur, mais vous le voyez à côté de la Terre. Hein. Il a vraiment des dimensions assez considérables pour un satellite. Donc il orbite autour de Saturne, donc 10 fois plus loin du Soleil que la Terre, donc dans une région du système solaire où il fait très très froid pour le coup, hein, puisqu'il fait moins 180 degrés à la surface de Titan. Donc cette image, elle a été prise par une caméra optique dans les années 80 par la sonde Voyager. Et ce que vous voyez, en fait, c'est l'atmosphère de Titan. Une atmosphère orange, opaque, brumeuse, et qui ne laisse rien voir, en tout cas dans le domaine optique, de la surface de Titan. À l'époque, ça a été une déception en fait, de découvrir à quel point l'atmosphère de Titan, qui est en fait un Titan, c'est le seul satellite à posséder une atmosphère dense, et bien à quel point elle était opaque, puisqu'on ne voyait rien de la surface. Et la surface de Titan, finalement, elle a été révélée quelques décennies plus tard grâce à une mission assez fantastique qui s'appelait la mission Cassini-Huygens et qui a notamment mis en orbite pendant presque, même plus de 13 ans, une sonde qui s'appelait Cassini. Et à bord de la sonde Cassini, il y avait 3 instruments qui, soit dans l'infrarouge, soit grâce au micro-ondes, donc un radar, ont pu enfin voir la surface de Titan. Cette sonde, je le disais, elle est restée donc 13 ans, plus de 13 ans autour de Saturne. 13 ans, ça correspond à 2 saisons dans le système saturnien, puisque Saturne et donc Titan met environ 30 ans à faire le tour du Soleil. Et pendant ces 13 ans, il y a eu environ 127 survols du satellite Titan. Et ici, ce que je vous montre, c'est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup de collaboration. C'est la carte finale de la surface de Titan qui combine les données infrarouges et radars de la sonde Cassini. Alors, je n'ai pas le temps de passer en revue tous les paysages de Titan, mais ils sont très très riches. Les couleurs ici, je précise, hein, sont des fausses couleurs qui donnent une idée des variations de composition. Et juste pour vous donner un exemple, ce que vous voyez là, les régions orangées, brunâtres, ce sont des énormes champs de dunes linéaires qui sont faites d'un sable organique de la même composition que les brumes de Titan. Et ce qu'a découvert la sonde Cassini, en particulier, ce sont donc des mers et des lacs au pôle nord de Titan. 600 petits lacs et 3 grandes mers, Ligea, Punga et Kraken, qui ne sont pas des mers d'eau liquide, il fait moins 180 degrés à la surface de Titan, hein. Ce sont des mers d'hydrocarbures, essentiellement de méthane, parce que sur Titan, le méthane peut exister à son point triple, comme l'eau sur Terre, c'est-à-dire dans ces 3 états, liquide, solide et gazeux. Et donc il y a un cycle du méthane sur Titan, comme il y a un cycle de l'eau sur la Terre, avec des nuages, des pluies, des précipitations, des rivières et donc des lacs. Un de ces lacs s'appelle Ligia Mare. Je vais vous montrer pour finir deux résultats que j'appelle océanographiques sur ce lac. Un premier, ça a été d'utiliser le radar en mode altimétrique pour permettre de mesurer l'épaisseur de la couche liquide dans le lac, c'est-à-dire la profondeur en fait, du plancher marin. Et on a pu dresser comme ceci la première carte bathymétrique, la première carte de profondeur du fond marin d'une mer extraterrestre. Et ça, c'était absolument inattendu avant le début de la mission. Un autre résultat très récent dont je voulais en parler parce que le papier, le premier auteur, c'est mon postdoctorant et le papier est sorti la semaine dernière. Eh bien, au cours de la mission, à plusieurs reprises, quand c'était possible, on a mesuré la température du lac. Et on s'est rendu compte que, alors qu'au début de la mission, on était en hiver et à la fin en été, en fait, le lac avait refroidi. Et ça, c'est un indice très très fort du fait que le lac s'évapore. Quand il fait plus chaud, eh bien, le méthane s'évapore et ça abaisse sa température globale. Donc ça nous renseigne aussi un peu mieux sur le cycle du méthane sur Titan. Donc, au LATMOS, on est plusieurs à travailler encore sur les données Cassini, même si la mission est finie depuis 6 ans, il y a 13 ans de données. Et on est nombreux aussi à préparer la prochaine mission vers Titan. La prochaine mission vers Titan, qui s'appelle Dragonfly, ça veut dire libellule en anglais, va envoyer vers Titan un drone
un drone qui va faire quand même 800 kg et qui va pouvoir explorer depuis la surface, notamment la région des dunes, et voyager, se déplacer d'un site à l'autre. De façon générale, si les mondes de Saturne vous intéressent, je ne saurais trop vous recommander ce livre, paru, que j'ai en fait écrit avec trois collègues, et qui est paru l'année dernière aux éditions Belin, et qui a remporté l'année dernière le prix Ciel et Espace du livre d'astronomie. Voilà. Je vous remercie. La cryptographie a une longue histoire puisqu'elle remonte à l'Antiquité. Je vais vous parler un peu du passé avec les lettres de Marie-Antoinette et un peu du futur avec l'ordinateur quantique. Marie-Antoinette utilisait une technique de cryptographie qui était le nec plus ultra de l'époque, qui s'appelait une substitution polyalphabétique. Et on estimait à l'époque que c'était absolument indéchiffrable. Alors, l'image qui est là, c'est tiré du film de Sonia Pocola. C'est évidemment un peu des personnages récents, quoi, mais le film sur Marie-Antoinette. Avec Valérie Nachef de l'Université de Cergy-Pontoise, nous sommes néanmoins parvenus à déchiffrer des lettres de Marie-Antoinette qui jusqu'ici n'avaient jamais été déchiffrées. Ce qui nous a valu un petit succès médiatique durant un certain temps, puisqu'on a fait un article pour La Science, un article dans Cryptologia, qui est la revue standard d'histoire de la cryptographie, et puis on est passé également à la télévision japonaise, et il y a eu une conférence organisée aux Archives nationales en France. La substitution polyalphabétique utilise en fait deux clés secrètes. D'abord une table secrète qu'il a fallu reconstituer en partie, qui est celle-ci, et puis d'autre part un mot secret qui dépend du message, qui change à chaque message. Donc la table, c'était la même pour tous les messages de Marie-Antoinette et d'Axel de Fersen, puisqu'elle dialoguait avec Axel de Fersen. Et par contre, le mot-clé ici, c'est depuis. Lui, il changeait suivant les messages. Donc, alors, évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer, mais enfin, essentiellement, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez, par exemple, ici, le S de depuis, avec le E du texte clair, le ciel permettra que, ça va donner ce symbole-là, chiffré. Et ça correspond à la table qui est là, puisque si on a avec la clé S, vous voyez, c'est le E donne le symbole E. Voilà, donc on a eu un peu de mal à retrouver les... On savait que c'était une substitution polyalphabétique qui était utilisée. La difficulté, c'était de trouver donc, les deux clés correspondantes. Et alors, en particulier, on est tombé sur un message où Marie-Antoinette dit à Axel de Fersen « Je vous aimerai jusqu'à la mort ». Donc les historiens suspectaient largement qu'il y avait des relations amoureuses fortes entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen, mais il n'y avait pas forcément de preuves avant ce moment-là. Alors du coup, à la télévision japonaise, ils m'ont demandé est-ce qu'il y a eu des relations sexuelles entre Marie-Antoinette et Axel de Fersen. Alors, je ne suis pas tombé sur la description d'une folle nuit d'amour, c'est un peu dommage. Mais ce que j'ai répondu à la télévision japonaise, c'est puisqu'ils sont restés fortement amoureux pendant plus de 20 ans, c'est quand même le signe que probablement il n'y en a pas eu. Bon. Alors, on va maintenant passer au futur. Deuxième partie, les menaces de l'ordinateur quantique. Donc là, vous voyez, ça, c'est une photo. C'est Joe Biden, le président des États-Unis, qui a l'air intrigué face à un ordinateur quantique, entre guillemets, parce que pour le moment, ce qu'on réalise, c'est des puissances de calcul très, très faibles. Mais néanmoins, il y a des investissements colossaux dans le domaine. Il y a à peu près 200 000 personnes qui travaillent à temps plein depuis 20 ans sur le sujet. Et les réalisations, pour le moment, sont assez modestes. Mais il est possible que, d'ici quelques années, la puissance des ordinateurs quantiques explose et mette en danger beaucoup de systèmes cryptographiques, en particulier de ceux qu'on appelle des cryptographies à clé publique. En effet, avec des méthodes quantiques, bon, j'ai absolument pas le temps d'expliquer, mais en théorie, on pourrait, sur certains problèmes, obtenir un gain exponentiel de puissance, mais pas sur tous les problèmes. Plusieurs organismes mondiaux cherchent à développer ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire des techniques qui tourneraient sur nos ordinateurs classiques, celui-là par exemple, et qui résisteraient à donc de futurs ordinateurs quantiques. Alors, on connaît un certain nombre de familles de solutions, et
principalement pour ce qui est de la cryptographie dite à clé publique, qui est l'aspect le plus difficile, 6 familles de solutions. Et mon domaine à moi, c'est une de ces 6 familles, c'est la cryptographie multivariable. Alors, naturellement, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail comment ça fonctionne, mais essentiellement, on utilise des polynômes à plusieurs variables, typiquement une centaine de variables. Bon, là, dans l'exemple, j'en ai mis 5, mais une centaine de variables, sur des corps finis. Et la clé publique, c'est un système d'équations, ici, vous voyez, de degré 2 quadratique. C'est-à-dire que si vous connaissez x, qui est le message clair, vous pouvez calculer y. Par contre, dans l'autre sens, c'est un problème qui a l'air très difficile. C'est-à-dire, connaissant y, retrouver x, ça a l'air très difficile, y compris pour des ordinateurs quantiques. Donc c'est ça que j'ai essayé de développer, et en particulier un de mes schémas, qui s'appelle UOV, pour Unbalanced Oil and Vinegar, a un certain succès actuellement. À nouveau, je n'ai pas le temps d'expliquer en détail, mais il y a 2 sortes de variables, des variables d'huile, des variables de vinaigre, et il se trouve que quand on fixe les variables de vinaigre, on tombe sur un système de degré 1 qui, du coup, devient facile à résoudre. Et on arrive à dissimuler le fait qu'on a cette technique-là au moyen d'une transformation secrète, hein, par exemple celle-ci. Et le NIST, c'est l'organisme américain qui a lancé une compétition mondiale. Donc j'ai participé avec des collègues à des soumissions. J'ai soumis 3 schémas et on saura dans 2 ans si un de ces schémas est retenu ou non. Bon, on verra. C'est une compétition mondiale, hein, donc il y a une 60aine de soumissions dans le monde. Bon. Il y a eu un analogue en Chine, la compétition chinoise, où là on a fini 3e avec un autre schéma qui n'a rien à voir, je ne l'écris pas ici. En 3e, c'est pas si mal. Bizarrement, l'Europe n'a pas sa propre compétition. L'Europe attend de voir ce qui va se passer aux États-Unis pour suivre apparemment les normes américaines. C'est peut-être un peu dommage, c'est un peu la même chose qui s'est passé pour Google, Amazon, etc. L'Europe suit un peu les États-Unis. Mais les Américains acceptent que nous candidations à leur propre compétition. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci pour l'invitation pour présenter mes travaux. Je vais essayer de ne pas être trop longue. En fait, j'ai décidé de vous présenter un projet collectif que je mène avec le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines et ma collègue Gabriela Pellegrino Soares de l'Université de São Paulo depuis 7 ans maintenant, et qui s'appelle Transatlantic Cultures, Histoire culturelle de l'espace atlantique, 18e, 21e siècle. Alors, de quoi s'agit-il? Transatlantic Cultures, j'ai inséré quelques captures d'écran sur le PowerPoint. C'est en fait une plateforme numérique consacrée à l'histoire culturelle transatlantique qui est éditée en 4 langues, en open access intégral, et qui a pour but en fait de réunir des auteurs de différentes disciplines en SHS, en histoire, mais aussi en histoire de l'art, en études théâtrales, cinématographiques, en littérature, en sociologie de la culture ou en anthropologie. Donc des chercheurs de différentes disciplines, venus de différents pays aussi, en Europe, dans les Amériques et en Afrique, pour essayer d'analyser les dynamiques de l'espace atlantique et surtout d'essayer de comprendre le rôle qu'a pu jouer l'espace atlantique dans le processus de mondialisation culturelle contemporain. Alors, les thématiques abordées sont très variées. Ça va de l'enseignement des mathématiques aux chansons yéyé, de Robinson Crusoe à Maradona, en passant par les expositions universelles, les festivals de jazz ou le roman photo. Donc, on a toute une série d'essais qui ont pour but de mettre en œuvre, à partir d'études de cas très empiriques, une histoire connectée de l'espace atlantique depuis le XVIIIe siècle. Une histoire qui souligne l'importance des circulations, des hommes et des femmes, mais aussi des pratiques culturelles et des biens symboliques, mais également une histoire qui interroge ce qui ne circule pas et qui permet de mieux comprendre la manière dont se fabriquent les frontières et les grandes aires culturelles. À commencer par l'invention même des noms, puisque, on le sait, la notion même d'Amérique latine a vu le jour à Paris sous le Second Empire, autour d'un petit groupe d'exilés chiliens, et le panafricanisme est né, lui, à Londres au début du XXe siècle. Alors concrètement, comment est-ce que ça se présente? On a une plateforme qui rassemble aujourd'hui une équipe de plus de 40 chercheurs, qui sont donc répartis sur 3 continents, qui a permis de mettre en ligne environ 150 articles, qui sont à chaque fois accessibles dans la langue originale de l'auteur et dans une traduction
en anglais. Et c'est un travail qui a été rendu possible grâce au soutien de mon laboratoire, de l'UVSQ, mais aussi grâce à un programme bilatéral de l'ANR et de l'agence brésilienne FAPESP, grâce au soutien de la MSH Paris-Saclay qui a été vraiment très présente, et aujourd'hui grâce au soutien du CNRS, puisqu'on vient d'être labellisé International Research Project pour les années 2024 jusqu'à 2028. Alors sur le plan théorique, notre idée principale, c'était de repenser l'histoire atlantique, puisque l'histoire atlantique, c'est une histoire qui existe depuis très longtemps, mais qui traditionnellement est restreinte à l'époque moderne et à la question plutôt de la colonisation des Amériques, comme si l'espace atlantique avait disparu subitement au lendemain des indépendances américaines, ou comme si le transatlantique, dans une optique plus contemporaine, ne serait limité qu'aux relations entre les États-Unis et l'Europe. Alors contre cette vision un peu qu'on estime un peu limitée, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est ouvrir l'histoire atlantique dans 3 directions. L'ouvrir dans le temps, d'abord, en interrogeant les recompositions de cet espace après les indépendances américaines, c'est-à-dire à l'époque contemporaine, l'ère de la navigation à vapeur, d'abord, des cultures de masse, ensuite, puis de la globalisation. Qu'est-ce qui reste de cet espace atlantique dans le village planétaire aujourd'hui ? Donc ouvrir cette histoire dans le temps, l'ouvrir dans l'espace aussi, pour mettre en lumière les relations sud-sud, qui ont toujours été très importantes, les dynamiques de l'Atlantique noir et le rôle central des Caraïbes. L'ouvrir à de nouveaux objets, enfin, en intégrant les questionnements de l'histoire culturelle, avec la prise en compte de tous les grands domaines de l'histoire culturelle. Donc, vous le voyez ici à travers les thèmes qui sont présents sur la plateforme, donc art visuel, édition, littérature, médias, cinéma, sport, musique, etc. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on s'y est pris ? Transatlantic Culture, c'est un projet de recherche, mais c'est aussi un projet éditorial qui entend relever les défis de l'édition numérique. Et donc, quand on a construit le site, on a travaillé surtout sur les différents modes de navigation pour passer d'un article à l'autre. Donc, on peut naviguer sur cette plateforme soit par grand thème, soit par espace, soit par période. On a construit une périodisation aussi. Et on a pour chaque article un ensemble de métadonnées qui est très bien, qui est assez solide, qui permet de faire des recherches plein texte. On a aussi des mots-clés qui permettent de naviguer d'un article à l'autre. Et les sciences du numérique ont été aussi très importantes pour nous permettre de quantifier, de cartographier et de modéliser ces circulations culturelles dans l'espace atlantique. Un des articles d'un collègue américain qu'on a édité récemment, en fait, on va avoir donc un petit résumé. Après, il y a tout le texte, des articles assez conséquents, en général autour de 40 000 signes. Et on a des médias qui sont insérés avec à chaque fois des liens vers les sources originales, ce qui permet d'aller consulter les documents. On utilise aussi beaucoup d'outils de visualisation. On intègre aussi des sons avec des petits systèmes qui permettent de lire le son, enfin, d'entendre le son en même temps qu'on lit les citations ou les extraits qui sont commentés. Et c'est quelque chose qui est assez ergonomique, assez joyeux et qui rencontre un certain écho aussi parmi des publics plus larges que les publics académiques. Je vais finir d'ailleurs sur ce point. Les chiffres de fréquentation de la plateforme, on les a. Ils sont vraiment très bons et en croissance constante. On est autour de 500 visiteurs uniques par jour en ce moment, avec des bons taux de rebond. Alors, moi, je n'étais pas très spécialiste de ces taux de rebond, mais il paraît que c'est essentiel, que les taux de rebond, c'est 90%. Donc voilà. Et donc, je voulais insister sur 2 points pour conclure. Le premier, c'est que Transatlantic Culture, c'est vraiment le fruit de recherches qui sont réalisées sur 3 continents. C'est un projet qui défend une démarche empirique, celle du terrain, celle de l'archive, contre des modèles parfois très génériques d'interprétation de la mondialisation culturelle qui restent englués dans des formes d'ethnocentrisme. Alors nous, on a vraiment voulu ouvrir et multiplier les regards. Et ce qu'on a voulu faire, ça paraît trivial, mais en réalité, c'est pas si évident que ça, c'était de réunir une équipe transatlantique pour essayer de penser cet espace transatlantique. Et le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que Transatlantic Culture, c'est aussi un projet de dissémination des savoirs. Donc, je l'ai dit, la plateforme, elle a été conçue pour un public large. Les étudiants la consultent beaucoup, des collègues enseignants du second degré aussi. Et c'est aussi une raison pour laquelle
on s'intéresse beaucoup aux questions de design, d'ergonomie au sein du site. Et là, on est en train de développer une Open Educational Resource donc, avec l'Université de São Paulo pour se servir de ces nouveaux outils. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour finir par dire que mettre en lumière les circulations et les échanges culturels entre les différentes parties du monde n'est à mon sens pas quelque chose de neutre. C'est aussi une manière de promouvoir une réflexion critique sur les phénomènes contemporains de crispation identitaire, de rejet, voire sur les différents révisionnismes qui fleurissent aujourd'hui un peu partout dans l'espace public, de part et d'autre de l'Atlantique. Et donc, il y a aussi une dimension d'histoire publique dans ce projet collectif que je voulais vous présenter ce soir. Merci Alain pour l'invitation. Merci, bonsoir mesdames et messieurs. Oui, alors, hop, c'est là l'atome de fluor, ça doit vous évoquer quelque chose normalement, effectivement. Quelqu'un peut mettre les dents, voilà, oui, ça c'est vrai, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'atome de fluor, et c'est une réalité, est utilisé pour justement la protection de l'émail dentaire. On voit un petit peu d'ailleurs beaucoup de dentifrices qui portent cet acronyme, fluorocaryl, effectivement, l'atome de fluor, donc rassurez-vous, il n'y aura pas beaucoup de molécules, mais bon, parler de chimie sans molécules, c'est compliqué. L'atome de fluor, effectivement, votre émail dentaire, c'est de l'apatite, et quand vous vous brossez les dents, eh bien, effectivement, il y a du fluor dans le dentifrice, et vous faites une substitution d'un groupement OH par un fluor, et vous transformez votre apatite de l'émail en fluoroapatite. Ça va renforcer l'émail antimicrobien, effectivement, favoriser la minéralisation. Les apports de fluor naturels sont effectivement le brossage de dents, le thé, les eaux minérales, les sels. Les enfants, les bébés, a priori, n'ont pas de dents, donc ne se brossent pas les dents, ne boivent pas de thé. C'est pour cela qu'aux enfants, on donne des petites gouttes de fluor. Malheureusement, effectivement, une dose trop importante de ces doses de fluor crée une fluoroapatite. Ce sont ces taches blanches sur les dents. Et ça, on a appris malheureusement aux dépens de certains de nos enfants qu'il fallait respecter une dose minimale. En fait, c'est le médecin Paracel, le médecin suisse, qui a été le premier justement à mettre en pratique, c'est un peu le père de la médecine moderne, mettre en pratique un peu la théorie bien connue de rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison, et ça c'est valable pour l'ensemble de la chimie en fait. Alors, au-delà de ça, le fluor, alors, il y avait des animations, je ne sais pas, elles ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas très grave. Le fluor, vous n'y échapperez pas dans votre quotidien. C'est impossible d'échapper au fluor. Il est partout. Alors, tout a commencé, en fait, c'est une histoire assez récente, tout a commencé avant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait pouvoir enrichir l'uranium pour, justement, produire de l'électricité à travers l'énergie atomique. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait au courant, mais vos pompes à chaleur, vos climatisateurs de voiture utilisent forcément des gaz fluorés. Peut-être un petit peu plus connus, eh bien, c'est pour les amateurs de cuisine avec des revêtements anti-adhésifs et également les fameux tissus, justement, traités Scotchgard, on peut citer quelques marques, qui évitent, justement, qui sont déperlants et qui évitent que l'eau ou l'huile viennent s'absorber et salissent le tissu. Pareil, la conquête spatiale avec les polymères extrêmement résistants, j'y reviendrai, ne pourrait pas avoir lieu si on n'avait pas ces atomes de fluor. L'atome de fluor est présent dans toutes les batteries, dans les batteries, évidemment, des voitures électriques, des téléphones portables, mais aussi également sur les écrans de ces téléphones. Le fluor est extrêmement important pour la protection des cultures, des vignes. 50% des molécules qui sont utilisées en agrochimie possèdent au moins un atome de fluor. Ce chiffre tombe un petit peu à 20-25% dans les médicaments. Mais par contre, les anesthésistes, les nouveaux anesthésiants qui sont vraiment extrêmement efficaces, 100% de ces anesthésiants possèdent au moins un atome de fluor. Et également, peut-être avez-vous entendu parler du PET scan ou de la TEP. Bon, malheureusement, si vous en avez entendu parler, c'est pour la détection des tumeurs précoces, mais c'est une imagerie extrêmement efficace pour détecter très tôt des tumeurs, et notamment ici aussi pour la maladie de Parkinson. Donc cet atome de fluor, il est partout, et on peut souligner quand même un vrai paradoxe. Alors, rapidement, ça, le tableau périodique des éléments, c'est nos Lego chimistes, on joue avec ça. On a nos petits éléments et puis on les assemble pour faire des molécules plus particulières. Le fluor, il est ici. Le fluor, il est très très particulier. Vous voyez, il est très petit. C'est un atome qui est extrêmement petit. Il est très électronégatif, c'est-à-dire qu'il tire fort les électrons à lui, et ce qui va complètement modifier les propriétés des molécules quand on va descendre. Alors, on a ici la ligne des halogènes, chlore, brome, iode, vous connaissez. On se retrouve ici également avec les métaux. Et pour moi, la meilleure chimiste du monde, c'est la nature. C'est la nature qui est la meilleure chimiste du monde. D'ailleurs, vous êtes tous des molécules extrêmement complexes dont on a du mal à comprendre certains mécanismes. Alors, dans la nature, il faut peut-être
séparer le monde plus minéral, inorganique, du monde organique. Alors j'ai pris une photo ici d'illustration d'arbres, mais aussi il faut penser aux animaux, bien sûr, au milieu aquatique. Et le monde en fait organique, à la base, utilise comme atome de base le carbone, l'hydrogène et absolument besoin de l'azote, de l'oxygène pour construire notamment les acides aminés, les protéines et tout ce qui nous constitue. La nature, donc, se sert un petit peu de ce qu'elle peut trouver. Elle peut justement notamment utiliser le CO2. Les arbres sont super pour capter le CO2 et ça fait écho à l'introduction écologique d'Alain. Mais la nature, si elle fait des miracles, il y a une chose qu'elle ne sait pas faire, c'est utiliser cet atome de fluor pour l'introduire dans ce qu'on va appeler donc les molécules organiques, les molécules dites du vivant. La nature ne sait absolument pas le faire, n'y parvient pas. Pourquoi? Enfin, l'explication, et pourtant, deuxième paradoxe. On a dénombré à peu près 3500 composés naturels avec des chlores et des bromes. Or, ces atomes d'halogène chlore et brome sont beaucoup moins nombreux que cet atome de fluor, qui est effectivement le 13e élément dans la croûte terrestre, mais seuls 12 composés naturels organiques avec du fluor ont été trouvés sur Terre. Bon, on peut en retrouver quelques-uns, ce sera compliqué. En fait, le fluor existe sous cette forme, vous voyez, inorganique, minérale. La plupart, c'est avec du CaF2, difluorospar, aussi de la cryolite, ou même le topaze, qui est utilisé pour des bijoux. Vous voyez, je vous ai amené ici, vous pourrez voir des petits cailloux de fluorospar. C'est quelque chose, en fait, qui est très inorganique et qui est extrêmement peu soluble. Tout le monde a bu la tasse en se baignant. Vous voyez, les ions chlorure dans l'océan, c'est très, très salé. L'eau de mer est très salée. Vous voyez, la proportion d'ions fluorure est de 1,3 ppm contre 19 000 ppm. Comme ces ions fluorure ne sont pas solubles, les processus biologiques naturels d'incorporation des atomes ne parviennent pas à les solubiliser dans les protéines et donc construire ces molécules organiques. C'est là où, finalement, le chimiste, pour le coup, nous, chimistes, très modestement, sommes peut-être un petit peu meilleurs que la nature parce que nous sommes parvenus à introduire ces atomes de fluor dans différentes positions. Alors, si on met énormément de fluor dans une molécule, qu'est-ce qui se passe? On va passer de 2 à 3 mondes. Alors, tout le monde sait, effectivement, on en a parlé, M. Patarin en a parlé avec son vinaigre et son huile. L'huile et l'eau ne sont pas miscibles, ou alors il faut agiter fort et faire une émulsion. Bien, ça, je ne vous apprends rien. Si cette fois, vous prenez une molécule carbonée et vous remplacez tous les hydrogènes par des atomes de fluor, vous créez un 3e monde. C'est illustré ici, l'huile, l'eau et la phase fluorée. En fait, les chaînes fluorées vont s'associer entre elles, elles ne veulent pas voir l'eau, elles ne veulent pas voir l'huile, d'où effectivement l'application de notre fameuse poêle Tefal. À un moment donné, il faut dire les marques. En fait, Tefal vient de Teflon, qui est le polymère en justement perfluoré, ou de ces tissus déperlants. Donc ça, c'est brutal, tout est fluoré. Si on va un peu plus loin, dans la finesse et dans le dépôt de ces atomes de fluor, là, on va dans le monde du médicament. Et c'est un petit peu plus, peut-être, compliqué. Quels sont les effets de l'atome de fluor? Première chose que vous faites quand vous absorbez un médicament, pour l'organisme, un médicament ou un steak frites, c'est pareil, ça passe dans l'estomac, c'est digéré. Donc ça, pour déjà éviter une trop rapide digestion de vos médicaments, une protection contre le métabolisme, l'atome de fluor a un premier effet. Ensuite, votre médicament doit se rendre vers une cellule. Les parois cellulaires, en fait, sont constituées ici de lipides, donc de graisse, en fait. Or, là, effectivement, je vous ai mis un 3e monde où ça n'émet pas les graisses. Quand vous mettez quelques atomes de fluor bien placés à un certain endroit dans vos molécules, cette fois, la molécule devient ce qu'on appelle lipophile, c'est-à-dire qu'elle aime les graisses et elle va pouvoir ainsi pénétrer plus facilement dans la cellule. Ensuite, peut-être connaissez-vous ce mécanisme de reconnaissance avec une protéine clé-serrure. On dit que la clé, c'est la molécule qui va venir justement interagir avec une protéine et, pourquoi pas dans le cas d'une maladie qu'on veut arrêter, justement inhiber un processus. Comme l'atome de fluor est extrêmement petit, on peut créer des leurres. Si la molécule verte et la molécule, le médicament, mettent un fluor ou quelques atomes de fluor sur cette molécule, eh bien, la protéine va n'y voir que du feu, mais dans ce cas-là, mettre un fluor changera énormément d'autres propriétés de la molécule, notamment électroniques, et on va créer un leurre qui va pouvoir justement inhiber le processus contre lequel on veut lutter. On a ainsi une notion de bioisostérie de façon empirique. On sait par exemple qu'on peut, dans une molécule naturelle qui possède une activité, remplacer un OH par exemple par un fluor, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais vous voyez qu'après, derrière, le travail du chimiste, il est là. C'est de l'architecture moléculaire, c'est du design moléculaire. Juste un exemple d'une molécule, d'un anticholestérol, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des positions ici qui étaient justement facilement oxydées, c'est-à-dire digérées par l'estomac. Le fait de placer des fluors ici, on a juste, peu importe ce que veut dire ED50, on voit qu'on a
une molécule ici qui est 50 fois plus active, c'est-à-dire qu'il faut en mettre 50 fois moins, ce qui veut dire beaucoup moins d'effets secondaires et beaucoup moins de problèmes qui peuvent apparaître par la suite. J'ai bientôt fini parce que rapidement, et à l'ILV, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils font à l'ILV. Alors nous n'avons pas la prétention de faire des super poils Tefal ou de faire des médicaments, nous sommes beaucoup plus en amont sur un travail méthodologique, mais qui consiste justement à développer de nouvelles molécules fluorées, soit préparer de nouveaux motifs qui vont associer notamment plusieurs atomes, alors notamment ce qu'on appelle ici la série des chalcogènes, oxygène, soufre, sélénium, à des atomes fluorés, de façon à trouver de nouvelles propriétés et peut-être affiner encore un petit peu plus les propriétés de certains médicaments. Et pour cela aussi, un peu comme un peintre avec son pinceau irait poser quelques touches de peinture sur un tableau, eh bien, on essaye de mettre au point des réactifs qui, sur des grosses molécules, peuvent aller très sélectivement déposer un groupe fluoré complexe, justement, à l'endroit où on veut. Et puis également, et ça dépasse largement le cadre de notre équipe de chimie du fluor, nous développons de nouvelles méthodes d'activation pour une approche plus respectueuse, on écoute notre président, plus respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire des solvants dits plus verts, des activations par micro-ondes, par la lumière, ou également de ce qu'on appelle de la chimie en flux, c'est-à-dire qu'au lieu de faire notre chimie dans des gamelles, maintenant on les fait dans des petits tuyaux, ce qui permet de maximiser les rendements, d'éviter les effluents et de faciliter les purifications, donc d'avoir un impact environnemental moins important, ce qui est aussi justement tout le challenge de nos nouvelles molécules, avoir des molécules assez peu fluorées qui ont une persistance un peu moins forte, un peu moins importante dans l'environnement, ce qui est un petit peu parfois le point noir de nos molécules fluorées. Comme la liaison carbone-fluor est très forte, eh bien justement on a du mal à l'éliminer et elle se répand un petit peu partout dans l'environnement. Voilà, donc rapidement, tout ça se fait avec une très bonne équipe, dans un cadre bien verdoyant. Et puis, je vous remercie tous et tous pour votre attention.